Les Sages, c'est avant tout une histoire personnelle. Je m'appelle Nicolas Jeanne et j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Sur ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'appelle les Sages. Vous savez, ce sont ceux qui, d'un conseil bienveillant, peuvent changer votre journée, votre projet, votre vie. Souvent des personnes avec qui il y a un avant et un après. À mes yeux, ce sont des leaders authentiques, mais surtout des leaders humanistes. Et ça, c'est important pour moi. Ceux qui vont vous faire grandir sans s'en rendre compte. Plus que n'importe quel livre ou cours, des témoignages qui viennent du cœur et de la réalité. Et surtout du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à leur rencontre, dans un format inédit et négocier avec eux. Un format où l'on se dira tout, naturellement, et aucune question ou anecdote sera interdite. Ça, vous avez ma parole. Un format axé sur leur activité, bien sûr, mais qui, évidemment, dérivera vers la vie, la société et les émotions. Mon but, c'est clairement de mettre en valeur l'aspect humain de ces personnalités qui me paraissent exceptionnelles et de casser la carapace. Casser la carapace, vous le sentez, c'est pas un mot par hasard. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va vous permettre d'apprendre sur les plus grands leaders et leadeuses qui ont bâti et bâtissent la société. La France est une terre bourrée de talents et de leaders, et nous allons à leur rencontre. Bon voyage avec les Sages. Aujourd'hui, nous recevons Brigitte Gauthier. Brigitte est la cofondatrice de L214. Je ne connaissais pas Brigitte il y a quelques semaines. Et quelle rencontre, quelle grande dame. Militante pour la cause animale depuis plus de 20 ans. Brigitte est une personne entière, authentique, qui se bat avec Sébastien, son mari, également dans L214, pour faire reculer le pire, comme elle a coutume de dire. Dans cet épisode, nous avons parlé des actions de L214, leurs succès, leurs difficultés, mais aussi de qui est Brigitte plus personnellement. Allez, on y va avec Brigitte. Bonjour Brigitte, et merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast Les Sages. Comment tu vas ? Eh ben, ça va très bien. Merci pour cette invitation. Écoute, avec plaisir. Est-ce que pour démarrer, je peux te demander de te présenter en quelques phrases, s'il te plaît ? Je m'appelle Brigitte, je suis une des fondatrices de l'association L214, qui est une association de défense des animaux, surtout les animaux qui sont destinés à la consommation alimentaire, malheureusement aujourd'hui, donc pour nous fournir viande, lait, œufs et puis les poissons aussi. Et pour parler de moi, j'ai 20 ans avec 30 ans d'expérience. Voilà, donc faites le calcul et voilà. Et j'ai pas grand-chose à dire sur ma vie en général. J'ai une vie assez classique, entourée de proches vraiment très cool et voilà. Ok, écoute, merci pour ce partage. Est-ce que, si ça te va, on peut revenir un peu sur ton enfance ? Allons-y. Allez. Non, nous parler un petit peu de ton enfance, dans quelle ambiance tu as grandi, est-ce que tu avais justement des animaux, et d'où vient en fait cette cause pour les animaux ? Alors moi, personnellement, j'ai pas encore compris pourquoi cette cause pour les animaux. Donc voilà, mais peut-être un jour je le saurai. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc j'ai grandi dans une famille très chouette. Mes parents, ma maman qui est infirmière, et je pense qu'il a donné à toute la famille un peu le là de prendre soin des autres personnes, enfin d'être attentif à ce qui se passe pour notre entourage. Et mon papa qui était électricien, qui est devenu chef d'entreprise, que j'ai vu travailler le soir, les études du soir et tout ça, un peu la ténacité, voilà. Et puis 2 sœurs avec qui j'ai grandi, on a fait les 400 coups toutes les 3, avec qui j'ai encore des relations super chouettes. Et puis un peu plus, alors à ce moment-là, effectivement, à un moment, on a Gaston, de son vrai nom Tartarin de l'Écho d'Armor, mais Gaston qu'on a adopté, qui est un basset artésien normand, qui est arrivé dans notre vie. Et donc nous, petites filles, nous imaginions déjà avoir accueilli Lassie chez nous, ou Rintintin. Et en fait, non. Il était complètement indifférent au fait qu'on soit là ou pas. C'est pas le genre de chien à venir vous faire la fête quand vous arriviez. Juste quand il avait faim, quand c'était commencé à être l'heure, il venait vous chercher pour aller faire à manger ou pour vous emmener promener. Mais c'est à peu près tout. Et aucun lien entre ce chien à qui j'ouvrais des boîtes de canigou et je versais son canigou et les autres animaux. Enfin, vraiment complètement transparent. Donc alors certes, il avait sa personnalité propre et bien affirmée, mais c'est pas là où ça fait tilt pour les autres animaux. Par contre, je me suis engagée à la Croix-Rouge, voilà, dans les luttes pour les personnes sans papier, en situation d'exil, qui arrivaient en France et tout ça. Mais la question animale ne m'avait pas encore heurtée à ce moment-là. D'accord, donc une famille où on t'a appris, entre guillemets, à prendre soin des autres. Et donc, des autres humains. Des autres humains. Et donc, les animaux, t'étais pas, entre guillemets, hypersensible dans ta jeunesse. Non. Et donc, ça arrive un peu plus tard, tu vas nous raconter ça. Alors, c'est arrivé plus tard, c'est arrivé quand... c'est arrivé, c'est pas émotionnel ou sentimental, en fait.
c'est arrivé par le raisonnement. Et c'est arrivé, donc Sébastien, qui est aussi fondateur de L214, avec d'autres personnes. Il se trouve qu'on se connaît depuis très longtemps. On était en classe de terminale ensemble. Et c'est là qu'on s'est connus. Et voilà, on s'est connus, on s'est reconnus, etc. Et quand je suis arrivée chez lui, ses grands-parents, d'un côté, c'est un éleveur laitier, enfin la famille a un élevage laitier, et de l'autre côté, son grand-père et sa grand-mère étaient bouchers, et son grand-père était maquignon en même temps, donc il faisait du commerce de veaux. Voilà, donc là, j'ai abordé la question animale d'un petit peu plus près, D'accord. mais toujours, voilà, en considérant que c'était normal. L'élevage des veaux, bah oui, enfin les vaches, elles sont dans des box, elles sortent quand il fait beau, etc. Et c'est Sébastien, à un moment, donc lui déjà sensible, beaucoup plus sensible que moi aux autres animaux. Lui, il a vécu l'histoire d'amour avec le chien qu'il avait quand il était plus petit, il s'occupait des lapins, il était fourré tous les week-ends chez ses grands-parents, éleveurs laitiers, donc très très attaché aux animaux, contre la corrida, contre la chasse. Alors moi, si on me posait la question, bah oui, j'étais aussi contre. Enfin, voilà, c'est des actes de cruauté sur les animaux pour moi. Mais la question de la viande, pas du tout. Et lui non plus, puisque bah voilà, on tuait le cochon dans la cour de la ferme chez lui. Les vaches partaient à l'abattoir, les veaux aussi partaient au marché et tout ça. Et c'est en lisant une bande dessinée de Jodorowsky qui s'appelle Le Lama Blanc, qui retrace l'histoire de Siddhartha, le premier Bouddha. Donc à l'époque, on dévorait les BD, hein, donc on lisait un petit peu tout et n'importe quoi. Et celle-là nous tombe entre les mains. Et Sébastien la lit alors qu'il est en train de manger un morceau de lard d'un des cochons qu'on a tué quelques semaines avant. Okay. Et dans une des cases de la BD, Siddhartha est mis à l'épreuve à l'extérieur du monastère. Il fait froid, il fait très froid, donc on voit qu'il souffre pas mal. Et puis 2 autres moines passent devant lui avec sur le dos la carcasse d'un cochon. Et lui de dire, finalement, ce que j'endure là, c'est rien à côté de ce qu'endurent ceux qu'on sacrifie au bon plaisir des autres. Et là, Sébastien dit « Oh, mais c'est du cochon !» Ce qu'il avait dans la main. Alors qu'on le savait très bien. Enfin, c'est pas comme si on avait acheté en supermarché et que, par miracle, on savait pas ce que c'était. Et alors, on se rappelle plus du tout ce qu'on s'est dit. Ça, c'était il y a, justement, c'est quand on avait 20 ans. Ok. Ouais, vous avez une vingtaine d'années quand vous êtes rencontrés. On avait 17, 18 ans quand on s'est rencontrés. On avait 20 ans à ce moment-là. D'accord. Et ça a été, on a terminé ce qui était dans le frigo pour pas que les animaux soient morts pour rien du tout. Ouais. Mais ça a été terminé. On n'a plus mangé ni viande, ni poisson. Ouais. Et la question du lait, on l'avait sous le nez avec l'éleveur, le grand-père qui était éleveur de vaches laitières. Et ça a été un texte, là encore, qui nous a fait prendre conscience que les veaux partaient à l'abattoir alors qu'on l'avait sous les yeux. Okay. Et c'est là que je me dis, la dissonance cognitive, le fait qu'on n'arrive pas à connecter, qu'on se rende pas compte, qu'on percute pas la réalité. Mais enfin, voilà, moi j'en suis la preuve vivante, quoi. J'avais tout sous les yeux. Et pour autant, j'avais pas fait le rapprochement. Donc voilà comment la question animale est arrivée, plutôt d'une façon très rationnelle, en disant aujourd'hui on consomme de la viande, mais c'est par habitude. Il y a des communautés, des peuples entiers qui ne consomment pas de viande d'animaux et qui continuent d'exister. Visiblement, ça pose pas de problème d'arrêter de les manger. Donc pourquoi, dans notre société, on continue de faire tuer des êtres doués de sensibilité, avec des émotions, avec eux-mêmes leur vie qui peut se passer bien ou mal. Voilà. Donc là, nous, on a mis un point final. Et alors, à l'époque, on était en Auvergne. Il n'y avait pas Internet. Voilà, on était vraiment tout seuls à devoir l'annoncer à nos familles. Et c'est que 5 ans plus tard qu'on a rencontré des groupes de personnes, des collectifs qui étaient engagés pour la question animale. Et là, on a découvert qu'il y avait des penseurs. J'ai redécouvert Pythagore, moi qui adorais les mathématiques, sous un autre angle, c'est bien le cas de le dire. Au lieu de que ce soit les angles droits, là, c'était l'angle de la philosophie, la question animale et la remise en cause du fait de les manger. Ok, parce que c'était une de mes questions, justement, je crois en 93, du coup, que tu as cette prise de conscience. Et donc, tu arrêtes de manger, du coup, de la viande, du poisson. Ouais. Et tu as dit aussi... Alors, le lait et les œufs, 5 ans plus tard, justement, quand on est tombé sur d'autres personnes qui nous ont dit, mais le lait et les œufs aussi, il y a un questionnement. Mais à l'époque, comme tu dis, en fait, c'est quelque chose... Moi, je suis né en 93. Et donc, j'ai grandi dans une consommation, en étant très honnête, très industrielle. Ouais. Tu vois, je mangeais des cordons bleus, etc.
Et pour nous et pour ma famille, ça semblait entre guillemets presque pas naturel, mais en tout cas, il n'y avait pas de prise de conscience réelle, je pense, à l'époque. Et c'était ça ma question, en fait, c'est est-ce que vous étiez, entre guillemets, marginal, ou il y avait déjà, tu vois, des débuts de paix, enfin, il y avait déjà autour de toi des gens qui commençaient à prendre conscience? On a croisé quelques personnes végétariennes de temps en temps, plutôt pour leur santé. Et pour les animaux, ça a vraiment été 5 ans plus tard, quand on est arrivé à Lyon. On a rencontré les personnes qui participaient au cahier antispéciste. Et là, pour le coup, il y avait cette pensée articulée autour de la question du spécisme, autour de la relation avec les animaux, qui était posée. Et c'est vraiment là qu'on a croisé d'autres personnes. Mais avant, oui, on était totalement marginaux. Le fait de pas manger de viande, nos amis nous disaient: mais qu'est-ce qui vous arrive, quoi? Et alors nous, on était casse-pieds aussi. Enfin, je veux dire, on disait: mais comment vous vous rendez pas compte ce qu'on fait subir aux animaux juste pour les manger alors qu'on n'en a pas besoin? Donc je pense qu'à l'époque, on a été vraiment casse-pieds, et avec nos familles, avec tout le monde, quoi. En disant: mais regardez, c'est juste l'évidence, elle est sous nos yeux. Voilà, puis on a découvert que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait d'autres mécanismes, des questions d'habitude, des questions d'industrie de la viande qui nous poussent à consommer, notre envie aussi d'être un peu au calme, et il y a déjà suffisamment de problèmes dans nos vies sans en plus se poser la question d'autres conséquences et tout ça, bon, voilà. OK. Et à cette époque, du coup, est-ce que, alors le monde était pas aussi ouvert que maintenant, tu vois, mais est-ce qu'il y avait déjà des pays un peu de référence, sur lesquels il y avait des communautés un peu plus fortes, justement, là-dessus? En Inde, par exemple, Ouais. effectivement, qui est le pays qui compte le plus de personnes végétariennes, effectivement. Donc, voilà. Et puis là, on avait l'exemple, par l'intermédiaire de cette bande dessinée, de croyants bouddhistes, qui ne consommaient pas d'animaux, quoi. Mmh. Et c'était plutôt vu comme un crime, le fait de les consommer. Ce qui donnait une vision complètement diamétralement opposée par rapport à ce qu'on connaissait, nous, dans la culture qu'on avait, et notamment, par l'intermédiaire de Sébastien et de ses grands-parents, où, la viande qu'on avait dans notre frigo et tout ça. Donc, il y avait une partie d'industriel. Ça, c'était mon côté de la famille. Et puis, de son côté, on rentrait tous les week-ends avec, les saucissons, le lard, le jambon, le machin, qui était, enfin, et les patates et les carottes qui allaient avec, hein. Et c'était comme ça, et c'était normal. Il y avait pas de remise en question, de tout ça, quoi. Jusqu'à cette bande dessinée, qui déboule dans notre vie et qui bouleverse, qui bouleverse tout notre avenir, en fait. OK. Écoute, merci pour cette anecdote, c'est super sympa. Si ça te va, Brigitte, donc là, on a parlé un peu de ton enfance. Du coup, ça a été un peu un tournant dans ta vie, j'ai l'impression, cette prise de conscience. Mmh. Et du coup, tu as décidé après de commencer à t'engager. Moi, en préparant l'interview, j'ai vu qu'en 2003, quand tu avais 30 ans, du coup, tu lances le collectif qui s'appelle Stop Gavage, Mmh. qui lutte contre le gavage des oies et des canards, et notamment en disant qu'il y a encore 1000 choses à faire, 1000 choses à tenter avant de déclarer la guerre à qui que ce soit. Et j'ai cru comprendre que c'était notamment comparé à l'association 269 Libération Animale, c'est ça? Alors, je sais pas si c'était en comparaison, mais, je pense que dans tous nos mouvements, Ouais. hem, on peut choisir, plusieurs façons de voir les choses. Soit on est en guerre d'une certaine façon, et quelque part, je l'entends, cette colère qui peut exister parce que, pendant qu'on discute, les abattoirs, ils tournent à plein, les bateaux de pêche, ils se remplissent, et on peut légitimement, ressentir, de la colère et puis une envie d'agir rapidement, parce que voilà. Donc, alors moi, j'ai envie d'agir rapidement, mais, j'ai le sentiment que ça peut fonctionner mieux, ça peut marcher mieux et de façon pérenne en étant convaincant, et c'est pas la peine de détester les autres personnes. Mmh. Voilà, moi, j'ai participé au système, et je pense pas Bien que si sûr. quelqu'un était arrivé vers moi en me disant: «Mais vous vous rendez pas compte, vous êtes des assassins», et cetera, que ça m'aurait convaincue. Ouais, être Heu, plutôt dans l'échange, la compréhension dans un premier temps, L'échange, la compréhension, donner des clés, des facts. donner, voilà, les faits, et puis montrer aussi à quel point on est influencé par, justement, l'industrie de la viande, qui tient quand même, pas mal, de choses, hein. Qui fait de la publicité, qui a des budgets publicitaires, extraordinaires, qui fait du lobbying politique, avec des moyens démesurés, qui est dans les cabinets, des médecins, qui va dans les écoles, machin.
je veux dire, on baigne dans l'industrie de la viande, quoi. Enfin, les personnes qui disent vous, les militants, vous voudriez qu'on mange plus de viande, vous voulez nous imposer de plus manger de viande. Mais aujourd'hui, on nous impose de manger de la viande, en fait. Et on s'en rend même pas compte, quoi. On a vraiment, de la peau de saucisson sur les yeux, quoi. C'est assez incroyable. Donc, moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, avec des moyens non violents, et puis moi, j'ai pas de haine. Enfin, je ne suis pas en colère après les ouvriers d'abattoir ou quoi. Enfin, ils sont les maillons d'un système qui est bien huilé, dans lesquels on les a enfermés. Eux, ils sont en train de bosser dans des conditions absolument terribles. Et s'ils avaient le choix, ils feraient pas ce métier-là. Bien sûr. Les éleveurs, si on leur laisse la possibilité juste d'être accompagnants des animaux, je suis sûre qu'ils seraient super plus heureux qu'aujourd'hui de devoir les envoyer à l'abattoir derrière, quoi. Alors, je parle pas forcément de tous les éleveurs. Quand vous avez des élevages qui ont 50 000 poulets, j'imagine que la relation avec les poulets, c'est pas... Voilà. Mais en tout cas, il y a des éleveurs de vaches, des éleveurs de cochons, quelques-uns aussi qui rêvent de relations apaisées, pacifistes, juste prendre le plaisir d'habiter avec des individus d'autres espèces. Parce que c'est chouette à vivre, d'être à la campagne là, et puis d'entretenir les paysages, pourquoi pas. Voilà, service écosystémique. Et vous avez le gîte et le couvert, très bien. Ok. Et du coup, donc Stop Gavage, donc c'est une action qui est non violente, qui est plutôt pacifiste. Concrètement, tu vois, qu'est-ce que vous faites pour arrêter justement le gavage? C'est l'heure de remercier notre partenaire Oslo, sans qui ce podcast ne serait pas possible malheureusement. Oslo, c'est un cabinet d'avocats à taille humaine, dirigé par Edouard Wells et Marion Fabre, que je connais personnellement depuis plus de 10 ans. Il est composé d'une équipe l'idée par Edouard et Marion, qui est issue de cabinets d'affaires de premier plan. Mais surtout, au-delà de la qualité de leurs prestations juridiques, ce que j'aime chez Oslo, c'est leur engagement pour un droit un peu différent. Sur leur description, ils mettent « Nous accordons une importance particulière aux qualités humaines et relationnelles, tout particulièrement au respect, à la simplicité, à l'humilité et à l'élégance. » Ça pourrait paraître bullshit comme ça, mais pour bien les connaître, je peux vous assurer que ça se ressent vraiment. Et pour preuve, ils ont accepté de sponsoriser ce podcast dès sa création. Ils offrent 1 heure de conseils juridiques avec le code Les Sages, et je mettrai leurs coordonnées dans la description du podcast. Allez, on y retourne. Ah là là, à l'époque, on était tellement naïfs, c'est-à-dire, quand on a commencé, du coup, on a eu les premières images de la production de foie gras. Donc, comment les canards étaient... d'abord, ils naissaient en couvoir, comment après on les préparait au gavage, et puis comment après, pendant 15 jours, 12 jours à l'époque, ils étaient enfermés dans des espèces de cages pas plus grandes qu'eux, et puis juste le coup qui sort, et ils étaient gavés à la pompe 2 fois par jour. Et on se dit, mais quand les gens verront ça, mais c'est fini le foie gras. Fini, les gens ils vont percuter, dire, c'est pas possible. Moi, je veux bien me régaler, mais pas au prix de ces souffrances-là, quoi. Et on pensait ouvrir du coup une brèche. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on fasse subir à un animal tel traitement pour pouvoir le manger ensuite? Enfin, voilà. Et alors le gavage, on pousse à rendre les animaux malades. C'est vraiment de la nourriture d'extrémistes, j'ai envie de dire. Et donc, en montrant, on avait les images. Ensuite, on s'est intéressé aussi aux études scientifiques. Donc, si je peux me permettre, les images, ça veut dire que vous alliez sur place. Et vous essayez c'était entre guillemets vous faisiez des commandos, entre guillemets, pour essayer d'avoir les portes étaient ouvertes. Les portes étaient grosso modo. À l'époque, faut se remettre à l'époque, en 2003, quelque part, il y avait pas d'image qui sortait, il y avait zéro polémique autour de la question, il n'y avait pas de protection de la part de ces gens-là. Voilà. Faut bien dire que c'est pas forcément les éleveurs qui craignent de montrer ce qui se passe dans leurs élevages et tout ça. C'est les filières qui sont devenues conscientes que le fait de montrer les images, ça fait pas vendre. Bien sûr. Et donc, du coup, eux, ils ont un enjeu commercial à faire interdire les campagnes, faire interdire les images. Mais les éleveurs en eux-mêmes, pas forcément. La personne qui nous montre comment elle gave et tout ça. Alors, il y avait les 2 pans. Il y avait ceux qui étaient convaincus de bien faire et de dire, oui, je fais attention que le jabot se remplisse pas trop et qui se rend pas compte de la stéatose hépatique que ça déclenche derrière. Et puis, il y a ceux qui, très tôt, 2008, on a des personnes qui sont venues témoigner de dire mais moi je suis gaveur aujourd'hui, mais en fait moi aussi je suis en esclavage moderne alors. Et ce que je fais ça me plaît pas du tout par rapport aux animaux et moi financièrement je m'en sors pas. Donc voilà, donc il y avait les 2 volets aussi à ce moment-là.
Et du coup, oui, nous, on avait l'impression que le foie gras, ça allait être terminé par une prise de conscience simplement de ce qu'on fait subir aux animaux, ce qui se passe pour les gaveurs, et tout ça. Enfin, juste que c'est un système personne n'y gagne dedans. Et moi, ce qui m'intéresse de comprendre, puisque tu sais, je viens de l'univers un peu des startups, du web, à l'époque, en fait, tu avais des images, mais aujourd'hui, c'est plus facile de les diffuser parce que tu as Internet, etc. À l'époque, comment tu diffuses les images? Eh ben, on envoyait aux médias. Ok, mais On les avait reprenaient sur DVD là, sur CD-ROM là, voilà. Et on a eu la chance, oui, quand même, d'être repris un petit peu par les médias. Alors pour nous, ça paraissait juste énorme à l'époque, les reprises médias qu'on pouvait avoir. Et oui, Sébastien s'est retrouvé en face de Maïté à un moment sur un France 2 pour discuter de cette question du foie gras. Donc c'est pas rien, hein. C'est juste Antoine, lui, il est allé sur les plateaux de Canal+ à l'époque, et là aussi. Et c'est là justement où pour une des premières fois, on s'est retrouvé en face d'un gars en blouse blanche. À l'époque, je crois que c'était Monsieur Servière, qui est scientifique pour l'INRA, et qui disait mais non, aucun élément scientifique ne nous permet de dire que les canards souffrent. Et on dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les scientifiques? Pardon? Comment pouvez-vous dire ça? Et c'est là où t'as pas besoin de scientifique. C'est factuel, c'est visuel. Oui, mais quand t'as un scientifique qui te dit mais non, il y a pas d'éléments, le taux de cortisol, il augmente pas significativement, ils sortent leurs grands mots, voilà. Et donc on a sorti un bouquin derrière. Antoine, président de L214, a sorti un ouvrage avec Estivareus sur les biais de la recherche en France, notamment sur cette question du gavage, où on a l'industrie du foie gras qui paye une partie des recherches. Et donc, on a des études qui sortent pour contrebalancer les rapports européens qui, eux, sont accablants pour la filière. Et ils disent, bien sûr, qu'ils souffrent, les taux de mortalité sont multipliés par 10 ou 20, etc. Ok. Pour bien comprendre, du coup, Antoine, c'est une personne, donc tu nous as parlé de Sébastien. Antoine, c'est une personne qui était aussi qui était à l'origine, voilà, du collectif groupe, Stop Gavage. okay. Et Stop Gavage, c'est avec ce groupe-là qu'on a fondé ensuite L214. C'est la continuité de l'un et de l'autre. D'accord. C'est Stop Gavage élargi L214. Ok. Et si on continue un peu le fil de ta vie, donc quand tu as une trentaine d'années, tu crées donc Stop Gavage. Là, c'est un événement un peu plus perso, mais du coup, quelques années plus tard, t'épouses Sébastien. Non, c'était avant. Ah, je t'ai mis des réponses. Ah, zut. Non, c'est bien avant. Sébastien, je l'ai épousé. Alors, Sébastien n'écoute pas. Eh bien, en 1996, si je ne me trompe pas, nous étions en juillet. Voilà, donc ça date d'avant. Non, ça date d'avant. On s'est mariés assez rapidement en fait. On avait 23 ans. Ok, c'est ce que vous avez une cause commune. Et moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est est-ce que vous avez hésité, alors pas à vous marier, j'imagine, parce que c'était évident, mais vous étiez déjà engagé dans un combat commun, mais est-ce que c'est des questions que vous êtes posées, parce que c'est mine de rien, tu vois, dans un couple, quand vous êtes deux personnes hyper engagées, est-ce que vous êtes posé des questions notamment sur est-ce que votre couple peut pas entre guillemets aller tenir, mais tu vois, quand tu as deux personnes qui sont hyper engagées, c'est quand même hyper lourd, même pour construire un couple, non, moi je dirais que c'est beaucoup plus léger. Okay. Parce qu'on a le même niveau d'engagement, ouais. La même niaque, je pense. Ouais. Et puis quand il y en a un qui commence à avoir des doutes, et l'autre est là pour le payer. Nos conversations, elles sont passionnantes autour de cette question-là, sur comment. C'est et on a de la chance, vraiment. Quelle chance en fait, parce qu'on a avancé en même temps. On aurait pu aussi prendre des chemins séparés. Moi, j'aurais pu lui dire, mais oui, d'accord, c'est du cochon. Et alors, on a toujours mangé de la viande. C'est pas maintenant qu'on va changer. Je me connais. J'aurais très bien pu sortir tous ces arguments. Moi, j'aime pas les changements. Donc, Et pourtant, ça a été évident immédiatement. Et du coup, moi, j'étais déjà engagée à la Croix-Rouge. Sébastien, il était déjà militant aussi dans un syndicat étudiant pour les droits des étudiants et des étudiantes. Et du coup, le fait de s'engager, de militer pour les animaux, c'était juste une évidence. Et si ça n'avait pas été pour les animaux, je pense que ça aurait été pour d'autres causes. Je pense qu'en étant enseignante, moi, j'étais professeure d'électricité au départ. Et c'était aussi une forme d'engagement, justement, auprès des jeunes.
de transmission, de les accompagner. Voilà, enfin, je n'imagine pas trop comment aurait pu être notre vie avec un des deux qui est très engagé et l'autre qui ne l'est pas. Je pense que ça aurait fait une dissymétrie juste Très difficile. très difficile Bien sûr. à gérer. Alors que là, enfin voilà, on peut pas lui dire t'es gonflé, t'as vu le temps qui passe. Bah non, c'est pas comme ça. Ouais, de toute façon, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu des dirigeants, souvent, c'est pas tout le temps, mais souvent les entrepreneurs sont en couple avec d'autres entrepreneurs parce qu'à un moment, c'est des quotidiens qui sont tellement un peu singuliers, tellement engagés que pour que l'autre te comprenne, c'est plus facile souvent d'être avec un entrepreneur. Ok, ou une entrepreneuse. Et donc là, tu es sur Stop Gamage, donc avec Sébastien, Antoine. Et plein d'autres, et plein Estiva, Dominique, je peux citer Florence, Coralie, Ok. Vous êtes quoi, etc. 5, 10, 15, On est une petite dizaine. Ok. Et là, du coup, en 2008, vous avez créé donc la sauce de L214. Pourquoi vous passez de Stop Gavage du coup à L214? C'est quoi la différence? Justement, c'est une réflexion qu'on a menée avec Sébastien, là pour le coup, tous les deux. Ouais. Et on a intitulé ce mail Proposition indécente au collectif Stop Gavage. Et tout le monde a dit oui, banco, on y va. On a dit grosso modo, si on considère que la question animale c'est une question importante, alors il faut qu'on sorte du modèle collectif où on y travaille après notre travail alimentaire et qu'on dégage du temps à des gens pour se consacrer à la question animale aussi. Et donc l'idée c'était de fonder une association professionnelle avec des salariés. D'accord. De façon à ce que les personnes qui soient là puissent se consacrer pleinement à défendre les animaux. Et on est parti là-dessus, 2008, et depuis on a un petit peu tracé notre chemin dans cette optique-là. Et depuis le mail fondateur, on n'a pas trop dévié de la trajectoire. Voilà. Ok, donc la différence, c'est qu'avant, vous travailliez entre guillemets à temps partiel avec vos jobs à côté. Ouais. Là, vous passez à temps plein, vous montez une structure. Et donc, en termes de mission, la mission, c'est toujours la même. C'est la cause animale, mais est-ce que vous avez d'autres typologies d'actions, tu vois, par rapport à Stop Gavage dans les 214? Ah bah oui, là, pour le coup, Stop Gavage, vraiment, on était resté concentré sur le sort des oies et des canards dans la production de foie gras. Ouais. Et là, on élargit le spectre. D'accord. Alors, sur l'ensemble des animaux sensibles, des êtres sensibles, donc ça comprend aussi les êtres humains, mais en resserrant quand même, en étant sectoriel, sur les animaux qui sont élevés pour être élevés ou pêchés et destinés à la consommation alimentaire humaine. Donc, on va s'intéresser à veaux, vaches, poulets, cochons, les poissons. Donc, on va être concentré sur cette question-là. Et dans notre idée, donc il y a vraiment la vision d'une société qui ne considère plus les animaux comme des ressources à sa disposition. Ça, c'est vraiment super important pour nous de dire on change de regard, on change de paradigme, on les considère comme des cohabitants. Souvent, on veut aller sur d'autres planètes, voir s'il y a d'autres espèces intelligentes avec qui on pourrait communiquer, mais on a plein d'autres espèces à côté de nous avec qui on peut communiquer et avec qui on peut vivre des chouettes trucs. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Et avec 2 pans d'action bien délimités. D'un côté, faire reculer le pire. Donc, on va être vraiment sur l'élevage industriel, sur les conditions d'abattage et tout ça. Donc, ça, c'est dans ce sens qu'on a des campagnes contre les cages pour les poutres pondeuses, contre les pires pratiques sur les poulets, sur les cochons. Donc, ça va être un pan. Et l'autre pan, c'est amener l'alimentation végétale, démocratiser, normaliser l'alimentation végétale pour justement faire la bascule, passer de nos 80 kilos d'animaux mangés chaque année à, si possible, 0, avec des objectifs pragmatiques, consensuels, réalistes. Le moins 50% d'animaux tués d'ici 2030, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé là pour les années à venir, puisqu'on a vu que la courbe de la consommation de viande baissait, puis l'année dernière, les statistiques disent « Ah bah ça remonte ». Juste, c'est incroyable. Tout le monde dit qu'il mange moins de viande et les statistiques montrent que ça monte. Et les statistiques, elles mentent pas. Et du coup, on se dit, l'industrie de la viande, elle est très, très forte parce qu'elle réussit à faire penser aux gens qui sont en train de diminuer leur consommation de viande, alors qu'en fait, ils continuent de l'augmenter.
C'est fou. Donc voilà, ça va être un de nos objectifs de dire, on amorce justement ce virage de comment concrètement on réduit la consommation de viande de moitié. Alors ça urge pour les animaux, évidemment, même si eux, il vaudrait mieux un moins 100%, mais ça urge aussi sur les questions d'environnement, sur les questions sociales aussi, la crise agricole. Alors on nous parle de la crise agricole en ce moment, mais ça fait 40 ans que le monde agricole, il est en crise. Il y a des questions aussi de partage des ressources. Voilà, et des questions de santé publique aussi très importantes. Donc voilà, les objectifs de L214 un peu résumés. D'un côté, des choses assez terribles qu'on doit montrer, et puis de l'autre, on a aussi toute la partie gastronomie, plaisir. On mange bien et on fait des choses assez conviviales autour de l'alimentation 100% végétale. Bien sûr, on peut bien manger en mangeant du végétal. Tout à fait. Et pour rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est assez intéressant, c'est que, moi, tu vois, j'aurais l'impression justement que la consommation de viande baisse avec tout ce qu'on entend, et tu me dis l'inverse, que les faits disent le contraire. Tu me dis que, évidemment, il y a des lobbies de la viande qui jouent, mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui jouent sur ça? Parce que c'est quand même assez étonnant, même, tu vois, les nouvelles générations sont quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus engagées autour de ces sujets-là, beaucoup plus conscientes, justement, peut-être de l'importance des lobbies, etc. Et malgré tout, est-ce que tu vois d'autres choses qui font que les gens, ouais, alors je consomment pense que toujours les autant de gens, viande? ils ont l'habitude, auparavant, on mangeait beaucoup de viande en morceaux. C'est-à-dire, de steak, pot-au-feu, machin, voilà. La viande avait vraiment une identité centrale au centre de l'assiette. Ouais. Et l'alimentation, elle se transforme pas mal. Déjà, on a beaucoup de plats à emporter, ou de commandes à la maison. Ça a augmenté. Et du coup, voilà, on commande, même pas on achète, on le travaille, quoi. Tu commandes juste ton plat. Et donc dans la proposition de plat même, c'est encore le parent pauvre, l'alimentation végétale. Voilà, des fois, tu as des plats végétariens quand même, mais c'est pas forcément ceux qui sont très mis en avant. Et quand ils sont mis en avant, pour le coup, ils sont bien pris. Par exemple, Burger King, on en pense ce qu'on en veut, mais dans leur borne de commande, les premiers plats qui apparaissent, les premiers burgers qui apparaissent, c'est ceux qui sont veggie. Et ensuite seulement les autres. Et du coup, ils ont, je sais plus, en tout cas, les ventes, elles ont augmenté de ouf parce qu'ils ont changé l'organisation même de la commande. Et c'est ce qu'on n'a pas, par exemple, en supermarché. En supermarché, tu y vas, t'es invité à consommer de la viande, finalement. La configuration même du supermarché fait que tu vas commander de la viande, quoi. Et c'est un petit peu partout, c'est un petit peu partout le même principe. Et puis, tu as la viande vraiment insidieuse qui est dans ton plat. Si tu regardes toutes les boîtes de conserve qui sont à ta disposition, tu dois avoir juste les raviolis aux légumes où il y a pas de viande dedans. Mais sinon, tout le reste, voilà, qu'on te fasse de la choucroute, qu'ils ont les cassoulets, les machins, toujours, tu as de la viande dedans, en fait. Donc, notre environnement alimentaire, il est saturé de viande et de poisson. Et du coup, oui, même si tu as la volonté de changer, en fait, tu as la barrière, quelque part, de trouver la disponibilité des aliments qui vont te permettre, justement, de switcher, même 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Non. Et puis, les habitudes, ça se développe. Moi, je me rappelle pas le premier jour où j'ai mangé de la viande. Je me rappelle le dernier jour. Je me rappelle pas le premier jour, quoi. On baigne là-dedans. C'est une remise en question qui est aussi assez difficile. Et c'est vrai que les lobbies, ils surfent là-dessus puisque on est des générations depuis un petit moment là, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale où la consommation de viande, elle a continué de monter de fou, quoi. Et c'est vrai que, comme tu dis, les modes de consommation changent. Moi, pour avoir été dans la restauration avec les Uber Eats, Deliveroo, tu vois, le top 3 des choses qui sont commandées sur Uber Eats, Deliveroo, c'est les pizzas, les burgers et les sushis. Ouais. Donc déjà, t'en as 2 sur lesquels il y a de la viande ou du poisson. Et donc ouais, en effet, ça m'étonne pas. Ouais. Et pour rebondir, tu parlais de Burger King, et c'est intéressant parce que finalement, t'as des entreprises qui sont structurées quand même autour de la viande et du poisson. Et je pense ce qui est important, et c'est votre philosophie aussi, c'est finalement de, entre guillemets, parler avec le système, échanger, essayer de comprendre et de voir les efforts qu'ils peuvent faire.
Et donc c'est cool. Enfin, si Burger King fait ces efforts-là, est-ce que vous avez des discussions du coup des fois avec ces marques est-ce qu'il y a des acteurs justement qu'on peut mettre en avant, tu vois, qui font des efforts? Parce que c'est aussi une réalité du monde de l'entreprise. Malgré tout, ça reste un peu leur business model central et ils peuvent pas du jour au lendemain tout arrêter. Voilà. Est-ce que tu as d'autres marques que pour toi qui jouent vraiment le jeu? Bah, je peux en citer pas mal. Et nous, on a 2 modes d'action. On a un mode d'action qui est plutôt positif, entraînant, où on va accompagner les entreprises. C'est par exemple ce qu'on fait par l'intermédiaire de Veganuary. Donc au mois de janvier, on invite les entreprises à mettre en avant ce qu'elles font en 100% végétal. Et là, on a des marques qui sont engagées. Donc on a les marques justement sur les modèles de start-up que sont oh là là, si j'en cite, pardon d'avance. Je pense à La Vie, je pense à Eura, je pense à Apivore, voilà, plein de marques comme ça qu'on peut retrouver aujourd'hui assez facilement, qui dont c'est des entreprises à mission quelque part, qui ont envie justement que ça change. Il y a des trucs aussi sur les produits de la mer, je pense à Olala ou des trucs comme ça, qui ont des propositions qui sont assez fortes, et il y en a de plus en plus. Alors des très grandes, des très petites. Très petites, je pense à Tic Affinage par exemple, qui font du fromage que eux n'ont pas le droit d'appeler fromage, j'imagine, mais enfin franchement, les yeux fermés, je pense pas qu'on voit trop la différence maintenant. Donc il y a ces marques-là qui se lancent, et puis il y a des grosses entreprises. On parlait tout à l'heure, tu disais Uber Eats, Deliveroo, ils participent à Veganuary. C'est-à-dire que pendant le mois de janvier, ils vont mettre en avant les propositions véganes des restaurants avec qui ils travaillent. On travaille aussi avec des supermarchés. Là, sur le mois de janvier, on avait Monoprix, Franprix, Auchan et Carrefour qui faisaient des propositions, qui faisaient des promotions tout le mois de janvier pour mettre en avant une alimentation végétale. On a même fait des parcours chez Monoprix pour emmener les gens rayon fruits et légumes, rayon légumineuses, les rayons des produits tout préparés, etc. pour montrer dans les rayons où est-ce qu'on peut trouver ce type de produit, comment on peut changer son alimentation, si on a envie de faire un truc vite fait ou si on a envie de cuisiner, comment on modifie ses habitudes alimentaires. Et après, on a aussi l'autre penchant, l'autre versant, où là, on va être plutôt bousculant par rapport aux entreprises, où on va les encourager fermement à s'engager, notamment à faire reculer le pire aujourd'hui. Et là, on a le spectre total de toutes les entreprises en France qu'on démarche, qu'on va voir. Et on a l'exemple très parlant sur la question des œufs de poule élevés en cage, où on est allé voir, je pense, peut-être pas toutes, mais une grande partie des entreprises qu'on a encouragé à s'engager, à renoncer aux œufs de poule élevés en cage d'ici 2025. C'était notre date butoir. Et quand on a commencé, c'était 2008. C'était la première campagne de L214. 80% des poules pondeuses étaient en cage. Et à force d'engagement, on a plus de 150 entreprises engagées aujourd'hui. Donc l'ensemble des supermarchés, la plupart des fabricants, l'hôtellerie-restauration et même des producteurs à se passer des cages. Et du coup, le chiffre de 80% est passé à 23%. Donc on voit qu'on peut avoir un effet sur l'industrie qu'on n'a pas sur les politiques aujourd'hui. En tout cas, nous, politiquement, on pèse rien à côté de mastodontes comme la FNSEA, comme Interbev, l'industrie de la viande. Là, on est rikiki par rapport à eux. Mais sur les entreprises, justement, il y a du répondant. Il y a des entreprises vraiment qui ont envie de changer. Ouais. Et c'est vraiment bien de les voir changer. Alors des fois, il y a des critiques. Ah bah oui, mais cette entreprise, elle fait aussi de la viande. Ah oui, mais si elle développe sa gamme végétale, peut-être au bout d'un moment, en Allemagne, on l'a vu, il y a une entreprise qui faisait des saucisses, qui fait encore malheureusement encore un peu de saucisses, mais son chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est moite-moite. Voilà. Alors qu'avant, c'était 100% saucisses, et puis le marché du végétal est en train de basculer complètement le marché là-bas, quoi. Et donc, sur les industries et les entreprises, on voit qu'il y a un changement qui est positif. Malgré tout, il y a quand même des entreprises qui ne changent pas beaucoup. Ouais. Qu'on continue d'encourager fermement. Et pourquoi? Parce que tu vois, il y a la question éthique. Et pour moi, il y a aussi la question business. C'est-à-dire que leurs clients de demain, c'est les nouvelles générations. J'ai l'impression, encore une fois, que c'est des gens qui sont encore plus engagés sur ces questions-là. Et donc, s'ils adaptent pas, tu vois, leurs produits aussi, d'un point de vue pur business, est-ce qu'ils ont un avenir, tu vois? Et pourquoi on n'arrive pas à faire bouger ces gens-là?
Je pense qu'ils partagent pas forcément l'analyse. Ils se disent que de toute façon, ils vont bien réussir, même cette bande de jeunes, à finir par leur faire aimer la viande, quoi, et ne plus pouvoir s'en passer. Donc voilà. Après, les gens, ils arrêtent pas de manger de la viande parce que ils aiment pas la viande, hein. Enfin, moi, j'aimais beaucoup la viande, hein. Enfin, c'est pas le sujet. C'est juste que éthiquement, ça marche pas, quoi. Enfin, ça répond pas à mes valeurs, en tout cas. Et eux pensent que ils vont pouvoir quand même continuer, faire perdurer leur modèle. Je pense qu'ils se et quand on voit la vitesse à laquelle ça bouge, oui, il y a des entreprises qui s'engagent, mais encore une fois, la consommation de viande, elle repart à la hausse. Donc, eux, ils peuvent dire: «Bah oui, nous, on contrôle bien le business. Oui, oui, les gens, ils ont l'impression de manger moins de viande. Oui, oui, bien sûr, vous mangez moins de viande». Le terme flexitarien qui a été repris par Interbev, c'était quoi? C'était aimer la viande, mangez-en mieux. Ou normalement, flexitarien, c'est que tu as réduit ta consommation de viande. Mmh. Si on regarde toutes les brochures, il y a de la viande dans toutes les recettes. Voilà, donc Interbev, il a fait le hack de ce Ils ont fait les terme-là. filous. Ah bah oui, ils ont fait les filous. Mais voilà, ils ont des opérations marketing qui Mmh. sont vraiment, qui marchent très, très bien. Enfin, on n'est pas à la hauteur. Enfin, le mouvement, altère quelque part, écolo ou pro animaux, on est absolument pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour faire basculer les choses aujourd'hui. Donc on fait avec nos petits moyens, nos petits bras, hein. Si on compare les budgets publicitaires, on est rikiki à côté d'eux. On va en parler justement parce que là, on a parlé de toutes les actions que vous faites et le changement et c'est génial. En même temps, comme vous êtes un modèle associatif et comme tous les modèles associatifs, il y a aussi une problématique de financement très clairement. Comment vous financez aujourd'hui? Et moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est que vous êtes engagé. Forcément, en face de vous, vous avez des fois des lobbies et donc des gens qui ont des ressources financières qui sont un peu plus importantes. Comment vous financez vos défenses aussi? C'est ce que je me suis demandé, et notamment si vous êtes des avocats, entre guillemets, copains, qui sont aussi engagés avec vous. Alors oui, oui, oui. Alors comment on est financé? Eh bien, comme toute association, on fait appel à la générosité du public Ouais. et on a des soutiens en or. Vraiment, on est soutenu par plus de 50 000 personnes aujourd'hui. Ok, c'est énorme. C'est juste énorme. C'est quoi? C'est des dons mensuels, annuels? Il y a à peu près 15 000 dons mensuels, sur les 50 000, 15 000, ou 20 000, je crois. 20 000, Aurélia, excuse-moi. 20 000 qui sont aujourd'hui en dons réguliers. Ouais. Voilà, donc ça fait 80, 85, 90%, ça dépend des années, des ressources de l'association. Donc les particuliers. Les particuliers, Ok. avec des dons de particuliers. Et puis après, on a des entreprises, un peu plus d'une centaine d'entreprises, qui Super. font un tout petit pourcentage, mais justement, c'est des jeunes entreprises, c'est des restaurants véganes, c'est des fois des entreprises qui n'ont rien à voir, mais qui ont envie de participer à l'action de L214 parce que leurs dirigeants, dirigeantes sont engagés. Et puis on a des fondations qui nous soutiennent, notamment une fondation américaine qui défraye la chronique, qui s'appelle l'Open Philanthropy, qui finance tout un tas d'actions dans le domaine social, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'écologie, de la santé, et qui a 10% qui est alloué à la question animale. Et nous, on est dans ces 10%-là, et qui nous donne depuis quelques années, depuis 2017, des sous pour justement faire reculer le pire de l'élevage intensif. C'est eux globalement qui financent grosso modo nos campagnes pour les poulets, pour les poules pondeuses, etc., qui contribuent financièrement à ça, mais ça représente entre 10-13% en fonction des années des ressources de l'asso. Ok. Et l'État et les collectivités dans tout ça? Alors non. Alors non, l'État, pas du tout. Alors une fois, si, on a eu un chèque, un virement de 4 000 € venant du ministère de l'Agriculture. C'était quand même assez fou. C'était il y a quelques années. C'était Laurence Abeille, la bien nommée, qui était députée et qui nous avait, alors à l'époque, les députés pouvaient financer des actions, et elle avait financé une exposition justement créée par L214, et donc c'était un budget de 4 000 €. Et puis après, il y a quand même de l'argent de l'État qui nous arrive par les procédures juridiques qu'on a mis en place. Ça nous arrive plutôt régulièrement maintenant de porter plainte contre l'État sur les dysfonctionnements des services de contrôle dans les élevages, dans les abattoirs. Et l'année dernière,
4 fois de suite, grosso modo, l'État a été condamné sur des dysfonctionnements dans des abattoirs. Et du coup, voilà, on a eu 1 000 € sur 500, 1 000 € sur les affaires. Alors, c'est pas ça qui fait le financement de L214, mais voilà, si on doit parler de l'argent touché par l'État, ça en fait partie. Et vous avez déjà sollicité l'État pour vous financer? Non, pas que je sache. Ok. Non, et puis je pense que c'est pas un souhait. On a souvent écrit au ministère de l'Agriculture pour être reçu, pour échanger avec les services du ministère de l'Agriculture. Et le ministre de l'Agriculture ne nous a jamais répondu. Alors quand je dis le ministre, enfin les ministres successifs ne nous ont jamais répondu. Mais vraiment, c'est même pas une réponse, ou même leur réponse en bois, oui, je vous ai bien reçu, bien sûr, le bien-être animal, c'est hyper important, etc. Ne vous inquiétez pas, je prends en charge ce que vous dites. Mais non, même pas, on n'est même pas considéré. Je peux même revenir en arrière. On a montré en 2016 une série d'images issues d'abattoirs qui a déclenché une enquête parlementaire menée par Olivier Falorni à l'époque, qui a débouché sur une proposition de loi. Dans cette proposition de loi, qui n'est pas passée, parce qu'elle est passée en première lecture à l'Assemblée nationale, et puis après c'était 2017, c'était les élections, patatras, la loi était au fond d'un carton, je sais pas où. Mais dedans, il y avait la création d'un comité national d'éthique des abattoirs. Bon, il y a de l'oxymore là-dedans, mais enfin bon, admettons. Et ce comité d'éthique, L214 ne peut pas y rentrer. Parce que, vous comprenez, les professionnels qui sont là, sinon ils viendraient pas. Donc, non, vous pouvez pas rentrer dans ce... Enfin, finalement, c'est la FNSEA, hein, premier syndicat agricole, voilà, on les a vus sur les manifestations, qui décide de qui le ministère reçoit et qui il ne reçoit pas. Ok. Comme on parle de l'État et des collectivités, ça me fait penser, tu sais, on en a parlé avant cette interview. Moi, je suis assez engagé sur la partie santé mentale et aujourd'hui, il y a un ministre de la Santé. Peut-être qu'un jour, il y aura un ministre de la Santé mentale. Et ma question, c'est est-ce que tu crois, alors j'ai peut-être déjà un peu une réponse, mais qu'un jour, il y aura un ministère des droits des animaux? Est-ce que ça se fait dans d'autres pays? Oui, il faut pas aller chercher bien loin, hein, il suffit d'aller en Belgique. Voilà. Ok. Donc il y a déjà, alors en Belgique, c'est un peu particulier parce que je crois qu'il y en a 3. Voilà. Il y en a 3. Il y a 3 Il y a ministres? 3 ministres, parce qu'ils sont 3 provinces. Enfin bon, bref. D'accord. Ils peuvent pas nous enfiler un? Ce serait pas mal, hein, ce serait vraiment pas mal. La difficulté qu'il y a, donc nous, on a souvent demandé, hein, soit ministère, soit secrétariat d'État, Ouais. Minimum, quelque un chose de secrétaire transfert, d'État, mais en tout cas, une instance bien sûr. qui puisse veiller, parce que les animaux, là, on parle des animaux d'élevage, mais aussi il y a des animaux qui sont utilisés pour les divertissements. Donc là, ça va être plutôt, et les animaux sauvages, ça va plutôt être ministère de la transition écologique, ministère de l'écologie et tout ça. Il y a les animaux qui sont utilisés dans la recherche, ministère de la recherche ou de l'enseignement, ça dépend. Il y a les animaux qui sont nos compagnons dans les villes, mais que des fois on a du mal à cohabiter avec, ce que sont les pigeons et les rats, par exemple, tout ce qu'on appelle les animaux liminaires. Donc effectivement, la question animale en elle-même, nos relations avec les autres animaux, c'est hyper vaste. Donc ça vaudrait le coup d'avoir une personne qui les représente au plus haut niveau de l'État, dans le gouvernement, de façon justement à pouvoir avancer sur ces questions-là. Et on voit qu'en Belgique, le fait d'avoir des ministres du bien-être animal, ils avancent plutôt à grande vitesse sur ces questions-là, par rapport à nous qui continuons de ramer et à rien obtenir de très tangible, en tout cas en ce qui concerne les conditions d'élevage des animaux, les conditions d'abattage des animaux. En France, c'est pas grand-chose. On a obtenu la fin de la castration à vif des porcelets. Bon, ça leur change pas l'intégralité de leur vie, où on a 95% des cochons aujourd'hui qui sont encore enfermés dans des bâtiments, sans aucun accès à l'extérieur, où vous voyez les truies qui sont dans les cages, là, à juste pouvoir se lever et se coucher. Et puis l'autre interdiction qu'on a obtenue, partielle, c'est sur le broyage des poussins. Donc dans la filière poule pondeuse, les mâles ne pondent pas d'œufs et donc ils sont pas rentables. Et donc ils sont éliminés à la naissance et donc maintenant ils sont éliminés dès l'œuf, ce qui est normalement source de moins de souffrance, ou pas de souffrance du tout, puisqu'ils sont encore pas sans... C'est avant le déclenchement de leur sensibilité. Ok. De ce que je comprends, en France, tu dis peut-être que vous êtes peut-être pas assez soutenu par l'État, le gouvernement. Il y a une notion de lobby. Et là, on compare avec par exemple la Belgique.
Tu penses par exemple qu'en Belgique, en fait, pourquoi en Belgique, j'imagine qu'il y a des lobbies aussi en Belgique, et pourquoi on arrive en Belgique à avoir plus de reconnaissance plutôt qu'en France? Je pense que la France, c'est un des premiers pays agricoles européens. Donc, le poids de l'agriculture en France est vraiment super important. Et plus que le poids de l'agriculture, le poids de l'élevage est très important. En réalité, l'agriculture en France, il y a l'agriculture qui va directement en consommation aux êtres humains, c'est-à-dire tout ce qui est maraîchage, céréales, qui sont destinés à l'alimentation humaine. Mais une bonne partie des céréales et légumineuses qui sont mises à pousser en France, qui sont cultivées en France, ça va aux animaux d'élevage. Donc on a non seulement les filières d'élevage, mais aussi certaines filières céréalières qui ont tout intérêt à faire perdurer l'élevage. Parce que faut produire plus en fait, c'est un truc de Shadok. Si on mangeait directement en 100% végétal, on aurait besoin de moins de culture, moins d'agriculture en réalité, entre 3 et 10 fois moins. Donc c'est juste énorme. Et donc en France, on a vraiment un lobby agricole qui est extrêmement fort par rapport à la Belgique. Plutôt l'équivalent de l'Allemagne, je dirais. Et en Allemagne, en ce moment, ils ont un ministre de l'Agriculture qui est végétarien, je crois. Et du coup, ça aussi, ça change tout. Bien sûr. Ça change tout parce qu'il y a des choses qui peuvent faire avancer. Donc, plutôt dans un sens positif avec de l'accompagnement, mais aussi on pourrait attendre d'avoir atteint les points de catastrophe et on commence à les sentir. On voit les inondations, on voit les incendies. Il y en a aussi en France, mais aux Pays-Bas, par exemple, ils se sont fait condamner sur le dépassement, notamment, je crois que c'est la question des nitrates. Et du coup, ils sont obligés de réduire à marche forcée très rapidement le cheptel d'un tiers. Évidemment, enfin, ça provoque des manifestations. Enfin, le monde agricole comprend pas et tout ça. En fait, on a vraiment une trajectoire à modifier. Enfin, il aurait fallu la modifier il y a déjà longtemps, mais bon, voilà, faut s'y mettre maintenant. Il y a vraiment une trajectoire à modifier parce que, enfin, le monde de l'élevage, si lui-même la branche sur laquelle il est assise aujourd'hui. Quand on voit les nitrates avec les algues vertes, la Bretagne. La question des pollutions en Bretagne, elle est vraiment super forte. La question alors, on n'arrête pas de nous parler en ce moment de la souveraineté alimentaire. Mais en fait, on est en situation de fragilité alimentaire aujourd'hui. On est dépendant des engrais azotés, donc du gaz. Coucou la Russie. On est dépendant des importations de soja, déforestation. Coucou le Brésil. Enfin, on est hyper dépendant de tout un système politique qui nous dépasse complètement. Or, si on ramenait notre alimentation vers davantage, voire vers du 100% végétal, à ce moment-là, on aurait les ressources. En France, on a la chance d'avoir un pays où ça pousse bien, en fait. Enfin, Bien sûr. voilà. Donc, il y a vraiment tout un système à modifier. Mais c'est vrai que les forces en présence aujourd'hui, le pouvoir du monde agricole, voilà. Alors, est-ce que la solution, c'est d'avoir des tracteurs? Je pose la question. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu disais que le ministre de l'Agriculture en Allemagne était vegan. Végétarien. Pour moi, ça me fait penser à la question des rôles modèles. Souvent, quand on essaie de faire avancer une cause, que ce soit la cause, par exemple, homosexuelle, la cause de la santé mentale, la cause animalière, etc. Je crois que la question des rôles modèles et des personnalités publiques, notamment qui déclarent l'être, fait avancer la chose. Mmh. Est-ce qu'en France, il y a des personnalités publiques qui, alors il y en a qu'on connaît évidemment, mais est-ce que il y a qui sont les personnalités publiques un peu, tu vois, qui se sont déclarés végétariens, à part un peu les militants écologistes. Je pense à des gens comme, j'imagine, Hugo Clément, qui est végétarien. Ouais, voilà, il y a Hugo vegan. Clément qui s'est déclaré végétarien. C'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup de personnalités qui se sont déclarées. Alors moi, je suis nulle en personnalité. On a Greg Guillotin, pour ceux qui connaissent, qui est vegan. On a Sam et Fra de Chaka Ponk, qui le sont aussi. Je crois que Heidi Sylvestre aussi est végétarienne, donc c'est une des scientifiques qui a travaillé pour le GIEC notamment, qui est glaciologue. Qui est-ce qu'on a d'autre? Il y avait plein de gens qui ont levé la main sur le plateau. J'étais invitée par Vaquita à un moment quand ils ont remis les awards Vaquita et j'étais étonnée du nombre de personnes
et de personnalités qui levaient la main quand il a dit qui c'est qui est végétarien dans la salle. Et c'était énormément de personnes, quoi. Donc voilà, et d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui disaient ouais, j'aimerais bien, mais comment faire? Et souvent c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on mange? Voilà, question que tout le monde se pose 2 fois par jour, mais de façon plus cruciale encore quand on n'a absolument pas d'habitudes qui sont ancrées. Et après, dans les personnalités politiques, il y en a pas énormément, je crois, non plus. À l'Assemblée nationale, il doit y avoir Aymeric Caron, ça c'est sûr. Oui. Anne Stambach-Ternoir aussi. Et puis Marie-Charlotte Garin, je pense. Et puis, je vais commencer à ramer. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités? Pas de ministre, pas de Premier ministre, pas de président. Pas que je sache. Okay. Pas que je sache. Et après, il y a effectivement cette question des personnalités qui le sont, mais je trouve qu'il y a des personnalités aussi qui, aujourd'hui, n'ont pas arrêté de manger les animaux, mais qui, justement, témoignent de la difficulté à arrêter de manger les animaux. Et je trouve ça intéressant aussi de montrer que aujourd'hui, c'est difficile socialement, c'est difficile matériellement, parce que justement tout notre environnement fait que on nous pousse à consommer des animaux. Et c'est bien aussi de montrer ça. Mais il y a beaucoup de personnalités quand même qui disent bah oui, les animaux c'est important, j'y attache de l'importance, et pourtant voilà, qui mettent bien en lumière le paradoxe de la viande, en fait. À la fois, on n'a pas envie de faire de mal aux animaux, on ne souhaite pas leur mort ou je sais pas quoi, et de l'autre côté, on continue de manger de la viande. Et ça, c'est un des grands paradoxes, mais qui existe depuis très longtemps, hein. Justement, Pythagore, entre 2 triangles rectangles, il adressait déjà ce sujet-là. Il n'y avait pas d'élevage industriel à son époque. Donc voilà, c'est des questions qui traversent les âges vraiment de façon forte, quoi. Et qui lèvent plein d'émotions, en fait, parce que c'est relié à notre enfance, c'est relié Bien à sûr. ce qu'on vivait en famille, c'est relié. C'est pas facile, hein. C'est vraiment des nœuds, ouais, vraiment super importants, quoi. Je comprends. Pour rebondir sur les rôles modèles, il y a un reportage sur Netflix qui est hyper intéressant, où en fait tu te rends compte que la majorité des très grands sportifs de haut niveau, notamment Messi, Hamilton, etc., ils sont tous passés à des régimes végétariens. Donc je sais pas si c'est pour des questions d'éthique, mais c'est déjà pour des questions de santé, et qui montre qu'en fait ce régime-là, en fait c'est le régime le plus performant. Oui, on va voir les Jeux olympiques et je pense qu'il y aura un certain nombre de personnes qui effectivement sont végétariennes ou véganes. Et c'est assez intéressant parce que effectivement, il y en a qui le sont par éthique. Je pense que pour Hamilton, c'est le cas. Il y avait les sœurs Williams aussi, Martina Navratilova, Carl Lewis. Enfin, dans les sportifs aussi et sportives, il y en a pas mal. Et il y a un mouvement, a priori, où les sportifs se disent, mais en fait, en étant vegan, on récupère plus vite, donc on a plus de performance. Et du coup, il y a des sportifs et sportives qui consomment vegan parce que ça va renforcer leur capacité sportive. Bien Et du sûr. coup, c'est même pas des questions de santé ou des questions d'environnement ou des questions animales, mais c'est des questions de juste performance sportive. Ouais, performance. C'est rigolo parce que ça fait un chemin de plus pour laisser tranquilles les animaux. Voilà, Okay. on peut prendre. Et L214, pendant les JO, vous avez pas prévu quelque chose par rapport au fait justement avec tous les sportifs qui pour la majorité doivent d'avoir une alimentation végétarienne? On ne sait pas si la majorité a une alimentation végétarienne. Il y a rien de moins sûr. Il y en a certains, je pense, ouais. Mais qui, voilà, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont le faire? Les JO ont pris la décision de baisser, enfin, en tout cas, de proposer beaucoup plus d'alimentation végétale au public et tout ça, et dans les villages sportifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, ça reste les JO, quoi. Donc voilà. Et est-ce qu'on aura des actions? C'est pas encore planifié, mais voilà, je pense qu'on est beaucoup d'associations, de collectifs à se poser la question, tiens, c'est les JO, y aurait-il pas quelque chose à faire à cette occasion-là? Donc je pense que ça va être assez politique, ces JO. Je sais pas pourquoi. Si tu dois citer tes 3 plus belles victoires avec L214, c'est lesquelles? C'est toujours un peu difficile de citer des victoires parce que parce que les abattoirs tournent toujours à plein, hein. On est à 3 millions d'animaux tués tous les jours dans les abattoirs et ça compte même pas le nombre de poissons. Donc c'est difficile de parler de victoire et en même temps, on en a besoin.
Et du coup, que dire? Je pense qu'avec L214, on peut dire qu'on a contribué à rendre la question animale visible en France. Voilà, il y a 15 ans en arrière, je pense que la question des animaux élevés pour la consommation alimentaire, c'était dans le scope nulle part. Maintenant, on en parle quand même plus ouvertement. Voilà, on a réussi à sortir des images d'élevage, de transport, d'abattoirs, de pêche, d'aquaculture, et du coup à rendre visible ce que vivent les animaux. Donc ça, pour moi, c'est une des victoires qu'on peut avoir. Et après, d'autres victoires. Allez, Sur des d'autres opérations, peut-être? victoires Des sur des opérations un peu. opérations. Ah ben, on parlait de Burger King tout à l'heure. On a réussi à les convaincre de signer l'European Chicken Commitment, donc de renoncer aux pires conditions d'élevage pour les poulets. C'est énorme. Voilà. Alors, je cite Burger King, mais je pourrais en citer plein d'autres où on a fait des campagnes très sympas. Par exemple, on a convaincu Intermarché en faisant un petit clip qui s'appelait les poulets moches, puisque eux, ils avaient fait les légumes moches. Lidl, on a repris toute l'imagerie Parkside et tout ça. Voilà, donc ça, c'était des opérations très très visuelles. Dernièrement, là, on a porté les poulets avec Nagui sur le Trocadéro pour montrer justement la croissance ultra rapide de ces petits poulets qui passent de 50 grammes à 3 kilos. Là, le poids multiplié par 60 en 40 jours. Donc ça aussi, c'est des belles opérations, et on peut dire que c'est des victoires dans le sens où soit on a obtenu des engagements, soit on a une exposition qui permet d'avoir un rapport de force peut-être un petit peu plus fort en faveur des animaux qu'auparavant. Donc ça, c'est bien important. Et puis après, on voit les villes qui progressent aussi sur la question, parce que on agit, nous, au niveau grand public, montrer les informations et tout ça. On a aussi une branche éducation, où on va s'adresser aux enseignants. On a la branche qui va s'adresser aux entreprises. Et puis, on a la branche qui va s'adresser aux politiques, que ce soit en politique locale, nationale ou européenne. Et en politique nationale, il y a pas mal de choses qui sont accomplies, notamment dans des villes écolos, mais pas que, sur justement la question de la végétalisation de l'alimentation, donc plus de repas végétariens qui sont proposés ou végétaliens, et puis sur la question de la commande publique, sur exclure de la commande publique les produits issus de l'élevage intensif. Et là aussi, on voit que ça avance, et ça, c'est voilà, c'est une constellation de petites avancées, de petites victoires, mais petit à petit, ça devient moins petit. Bien sûr. Et puis L214, enfin, moi, tu vois, c'est très honnêtement, c'est la seule association, enfin, une des seules associations que je connais qui a fait du bruit ces dernières années. Donc, vous contribuez, je pense, à faire passer le message que la cause animale est importante. Ouais, et il y a plein d'associations. Enfin, trouvez la vôtre. Il y a beaucoup d'associations à soutenir. C'est vraiment super important, qui œuvrent dans des domaines très différents. Nous, encore une fois, notre objet, alors à la fois il est resserré, et à la fois il concerne 99% des animaux exploités par les êtres humains. Donc c'est pas un si petit objet que ça. Mais voilà, enfin, c'est trouver le mode d'action, l'action qui vous va bien. Et nous, vous pouvez agir avec nous en ligne. On a des groupes locaux avec des bénévoles dans une 50aine de villes en France. Ouais. Des bénévoles qui sont super. Donc voilà, enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est combien aujourd'hui, L214, de salariés et de bénévoles en France? Aujourd'hui, on est entre 2 et 3 000 bénévoles en France, et on est 100 salariés aujourd'hui au sein de L214. Voilà, tout le monde avec le même salaire, ce qui fait de nous un petit peu un truc particulier, et full télétravail. Tout le monde a le salaire, même vous deux, les fondateurs. Oui. Ok. Ouais, mais on n'est pas que les deux. Enfin, dans l'asso, on est au moins 3 des fondateurs dans l'asso. Ok. Et ça, c'est une règle dès le départ que vous avez mis en place, que vous avez décidé? Alors, au départ, c'était la règle, et puis après, on s'est éloigné de cette règle en disant, quand même, peut-être on pourrait faire des trucs à l'ancienneté, machin. Et en fait, on a trouvé ça juste nul. Et du coup, on est revenu au salaire unique pour tout le monde. Enfin, le salaire de base, c'est le même. Et après, si vous habitez en aire de Paris, à ce moment-là, vous avez une compensation pour la vie parisienne, qui est décidément bien plus chère qu'ailleurs, quoi. Mais voilà. Et c'est quoi ce salaire, si c'est pas indiscret? C'est, si je ne me trompe pas, 2571, je crois. On est au salaire médian. Voilà, il suffit de vérifier salaire médian, et
On a choisi le salaire médian, voilà. Donc 50% des Françaises et des Français gagnent plus et 50% gagnent moins. Ok, c'est super intéressant. Là, on retourne dans les locaux de L214 qui sont à Paris. On est arrivé du coup avec Nico, avec qui on travaille en binôme au monteur. Et en fait, c'est vrai que on a heureusement que tu nous as fait coucou par la fenêtre, parce que sinon on n'aurait peut-être pas trouvé. Donc les locaux sont anonymes. Est-ce que ça vous arrive d'être menacé? Oui, oui. Quand on a une exposition, ça nous arrive, mais c'est tout relatif. Moi, parfois, j'ai des coups de fil de personnes. Enfin, ça arrive aussi à d'autres personnes, mais quand on décroche, l'agressivité descend aussitôt. Voilà, c'est Parce que t'es pas souvent, agressive. voilà. Parce que je ne suis pas, parce que j'ai répondu et ils s'attendaient pas forcément à ce que je réponde. Ils s'attendaient à pouvoir lancer des menaces sur un répondeur et ça, voilà. C'est qui pour toi? C'est des particuliers, des journalistes, des Ouais. lobbies, Non, 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 enfin, je pense que c'est des particuliers qui sont un petit peu excédés, ou des fois des personnes en colère. Enfin, moi, j'entends aussi ce que ça peut remuer de dire ah bah oui, mais attention, il y a les animaux, les autres animaux aussi qu'il faudrait prendre en compte. Il y en a qui se sentent remis en question, comme si on les accusait de quelque chose. Enfin, on le répète, hein, nous, on ne dénonce pas des personnes ou quoi, on dénonce un système. Un système qui broie les animaux, qui broie les personnes qui travaillent dans ce système, et qui est mauvais pour notre environnement et plus généralement que ça aussi pour notre santé. Mais on n'a pas d'animosité, mais souvent les gens se sentent accusés d'une certaine façon, très, très en colère, quoi. Mais c'est vrai que dès qu'on discute avec les personnes, en fait, ils se rendent compte. Moi, j'ai eu plusieurs fois le coup de me retrouver au milieu d'éleveurs ou de gens des filières ou même de représentants politiques, voilà. Et les gens disent: «Ah mais je suis étonnée, je m'attendais pas à ça». Enfin, je sais pas, comme si j'allais être habillée tout en noir, hyper, énervée ou je sais pas quoi, mais non, moi ce que j'ai envie, c'est qu'on se mette du même côté du problème et qu'on cherche à résoudre ce problème Mmh. ensemble. Voilà, qu'on avance ensemble. Ouais, L'idée, une c'est démarche pas, progressiste, voilà. quoi. Ok. Ouais. Ouais et je pense qu'on a vraiment les et puis de toute façon, oui, les solutions, elles viendront parce qu'on se sera mis ensemble, quoi. Est-ce que malgré tout, il y a, dans l'histoire de L214, il y a eu une action où vous avez eu peur, ou même tu as eu peur pour tes collaborateurs? Une action qui était un peu chaude? Je peux pas m'empêcher d'avoir peur pour les personnes qui sont notamment sur le terrain, et qui, à mon sens, sont quand même assez exposées. Quand on va rencontrer des personnes qui lancent l'alerte, on ne sait pas si on tombe dans un traquenard ou pas, par Oui, exemple. t'as une chance sur deux, finalement. Ben, voilà, enfin, en tout cas, touchons du bois, jusqu'ici, c'est pas arrivé, mais c'est quelque chose quand même qui m'occupe pas mal l'esprit. Hem, Et t'aurais peur de quoi, par exemple, dans un traquenard, ça pourrait être quoi? En fait, on a des témoignages, nous, d'autres activistes dans d'autres pays, qu'on connaît plutôt bien, et qui nous ont raconté comment ils ont été poursuivis, avec des personnes, armées, voilà, où ils ont réussi à en réchapper, un peu in extremis. Quelqu'un qui arrive vers vous avec une barre de fer, vous pouvez pas faire grand chose, quoi. Enfin, Donc ça peut aller loin. ça peut aller très loin, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et en plus, on voit les syndicats, hein, enfin, qui jouent un peu le double rôle, de non, non, mais moi je joue l'apaisement, machin, et qui dit quand même publiquement que attention, hein, les actions, et tout ça, un jour, il y aura bien quelqu'un qui prendra un fusil. Voilà, donc c'est des menaces à peine voilées, sur la façon de répondre, quoi. Voilà. Ok. Si ça te va, Brigitte, on va passer sur une partie un peu plus douce. Euh, on va parler un peu de ta vie perso, si tu me le permets. Donc finalement, avec Sébastien, vous menez une vie de combat. Et quand on t'entend, tu sembles toujours pacifiste, sereine, etc. Est-ce que il y a des moments tu vois, dans le podcast Les Sages, on est hyper à l'aise là-dessus, sur la partie émotion, etc. Sur le métier de dirigeant qui est difficile. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus difficile? Est-ce qu'il y a des moments où t'en as marre? Tu dis que ça avance pas. Est-ce qu'il y a des moments où même tu pleures? Moi, pour être très honnête avec toi, je t'ai dit, je porte un combat autour de la santé mentale. Et des fois, je suis à bout. Donc, toi, est-ce que ça t'arrive aussi d'en avoir marre? Hem, alors pas d'en avoir marre.
Mais il y a des moments, ouais, qui sont plus difficiles que d'autres. Et d'où, enfin, je trouve la chance d'avoir une équipe absolument fabuleuse, vraiment. À un moment dans notre histoire de L214, des personnes sont parties extrêmement fâchées et ont dit leur ressenti et qui était très violent à recevoir pour nous. Et moi, ça m'a vraiment affectée parce que on a vraiment à cœur d'offrir un environnement de travail qui est le plus en sécurité possible. Et le fait qu'il y ait des personnes qui disent qu'on n'a pas été correct ou quoi, enfin, juste, moi, ça m'a vraiment beaucoup affectée. Toi, c'est des personnes qui ont eu peur pour leur sécurité, c'est des gens qui étaient sur non, le terrain, non, par enfin, non, exemple, non, non, ou non, du tout, des accords de travail. Des D'accord. accords de travail qui se sont transformés en... Enfin, vous voyez, quand vous avez un petit conflit, un petit irritant qui se transforme en gros conflit et qui... Enfin, voilà, j'ai compris les mécanismes du divorce, en fait, d'une certaine façon, où on peut aimer quelqu'un passionnément et le jour où ça se termine, en fait, on se déteste cordialement. Et j'ai vraiment... Alors, de mon côté, j'ai pas le sentiment de détester les autres personnes ou je sais pas quoi, mais je sens bien que de l'autre côté, il y a une espèce de colère, un truc très, très fort, qui m'attriste beaucoup, hein. Enfin, je pense que c'est des personnes hyper malheureuses. Et ouais, pour moi, ça a été un épisode super difficile à vivre et c'est tout à fait personnel, hein. Nos émotions, on les contrôle absolument pas, hein. Et du coup, le soutien de l'équipe a été vraiment précieux dans ces moments-là. Quand on est confronté, évidemment, quand on part en enquête, quand on est confronté aux images, moi, je me suis déjà retrouvée dans des élevages, dans des abattoirs. Et oui, le fait de pouvoir rentrer et de pouvoir juste relâcher la pression, toutes les émotions que ça nous génère, les animaux qu'on a dû laisser derrière, parce que voilà, dans un élevage de 20 000 poulets, on peut pas ramener 20 000 poulets, de toute façon, c'est pas réaliste. C'est-à-dire parce que des fois, vous faites entre guillemets, des libérations. Non, nous on fait pas de libération, mais ça nous est arrivé de pouvoir entrer dans des élevages et tout ça et de se dire mais on pourrait... Moi, j'ai visité des abattoirs et je pouvais pas arrêter la chaîne de toute façon. Enfin, avec mes petits bras musclés, voilà, j'arrive à ouvrir un pot de cornichons, mais pas arrêter une chaîne d'abattage, quoi. Du coup, ouais, l'impuissance qu'on a quand on est en face des animaux et parfois nos regards plongent, enfin en tout cas le mien peut plonger dans celui des autres animaux et quelque part je me sens tellement impuissante. Voilà, enfin je peux même pas m'excuser en disant mais oui, on est une espèce un petit peu qui a du mal à la comprenette. On n'est pas rapide, désolé, vraiment. Ça n'a même pas de sens, quoi. Ça n'a même pas de sens. Et quand tu dis des mots forts, quand tu plonges ton regard dans les yeux des animaux, tu penses évidemment que les animaux ont des émotions aussi. Ah, mais c'est très clair. C'est absolument clair. La première fois que je suis allée sur le terrain, on a suivi j'y étais en tant que bénévole sur un suivi de camions avec des gendarmes. Et ils avaient fait un barrage et ils filtraient les camions comme ça. Et une bétaillère est arrivée et à son bord, des cochons qui partaient à l'abattoir. L'abattoir du coin. Enfin, il faisait la tournée des élevages pour remplir son camion, plutôt sur des truies de réforme. Donc, des truies qui ont fait des petits pendant toute leur vie. Bon, elles sont réformées à 3 ans. Hein, c'est pas une super longue vie non plus. Mais qui sont dans un état quand même assez désastreux de santé et qui sont chargés dans les camions. Et dans ce camion-là, il y avait une truie qui était isolée dans un des box et dans son regard, vraiment la détresse, la douleur. Elle avait la patte complètement endommagée, cassée. Enfin, je sais pas, mais tout le monde le sait en fait qu'on peut voir les émotions dans le regard des animaux. Tous ceux qui habitent chez un chat ou avec un chien,
Et vous le savez bien, vous savez quand ils sont bien, vous savez quand ils ont mal, quand il faut les emmener voir un vétérinaire. Bien sûr. Vous savez quand ils sont du mauvais côté de la porte, enfin, quand leur gamelle est vide. Enfin, vraiment, on trouve des moyens de communiquer et on sait, grosso modo, quand même assez souvent, comment ça va. Ben, pour les autres animaux, c'est pareil. Juste, il faut s'autoriser à les rencontrer, tout simplement. Donc, ben oui, 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 oui. On peut plonger dans leur regard, on peut percevoir leurs émotions. Et alors, il y a des moments, tu avais dit un peu plus de douceur. Il y a des moments aussi d'émotions intenses, beaucoup plus bien meilleurs quand on va dans des refuges. Je pense euh, au refuge Gouin-Gouin, par exemple, qui est dans la Sarthe, où là, vous allez rencontrer d'autres cochons qui ont été recueillis et qui vivent leur meilleure vie. Voilà, qui se roulent dans la boue, qui profitent. Enfin, et là, on les sent, enfin, juste être eux-mêmes, quoi. Enfin, voilà. Les quelques On aime échanges bien. qui sont vraiment. Et là, tu vas te ressourcer et tu te dis, bah voilà, c'est pour ça que je me bats. C'est pour un monde futur dans lequel on sera vraiment cohabitant de ces animaux. On pourra les rencontrer. On profitera de leur bon service parce qu'ils auront tondu la pelouse. Pas de problème, les gars. Allez-y, c'est de la bonne herbe. Et puis juste profiter du fait d'être ensemble, tout simplement. Vraiment, moi, je pense que ce monde, il est possible et c'est là-dessus que je me bats et c'est là-dessus que je m'accroche. Tu penses qu'on y arrivera? Oui, oui, oui. Alors, peut-être pas de mon vivant, hein, parce que je commence à accumuler les années après la vingtaine, mais quand même, je pense que ça finira par arriver. Il y a plein de luttes dans le temps qui ont montré que, bah oui, des fois, il fallait pas mal de temps hein, pour les êtres humains. Le temps du changement, il est pas rapide. Il reste encore plein de choses à faire intra-humaines. Mais je pense que la question des autres animaux, elle va aussi arriver dans notre scope. Ouais, c'est obligé. À moins que on ait tous pataffiné d'ici là, parce qu'on aura tout niqué sur la planète. Bon, ça, c'est une autre solution. Mais non, si on arrive à récupérer un petit peu là-dessus, on sera pas mal. Et je pense qu'on peut vraiment se fabriquer une société ben, ouais, qui respecte tout le monde, en fait. Ok. Question presque évidente, mais je te la pose quand même. T'as des animaux? Bien, j'ai habité chez un chat et avec un chien à un moment, Bandy et Sunny. Chez un chat et chez un chien. Et avec un chien. Ouais, chez un chat, parce que vous habitez chez un chat. C'est lui le chef. Enfin, je veux dire, voilà, toute personne qui habite avec un chat sait très bien que nous sommes tolérés dans leur entourage. Et par contre, avec Bandy, qui était un chien adorable, vraiment. Voilà, avec sa personnalité propre aussi, qui faisait les 400 coups d'ailleurs avec Senny, hein, chien et chat, ils s'entendent pas, tu parles. Le chat faisait descendre tous les aliments pour que le chien puisse les manger en dessous, parce que le chat mangeait pas de pain, mais il faisait descendre les baguettes, les machins. Enfin, vraiment une vraie complicité entre deux. Et nous au milieu, c'était vraiment vraiment très chouette, ouais. Et tu sais, dans le milieu des startups, tu as de plus en plus de startups dans lesquelles tu as des animaux dans les locaux. Mmh. Et c'était prouvé aussi que ça permettait de créer du lien, ça permettait de créer beaucoup de choses. Mmh. Est-ce que vous avez des animaux chez le 214? Il y en a qui viennent de temps en temps, oui, ceux qui ont la chance d'habiter avec des chiens, ils les amènent Ok, trop de cool. temps en temps, ouais. En tout cas, c'est autorisé et oui, c'est bienvenu. Ok, cool. Je crois que tu es aussi maman, c'est ça? Oui. De combien d'enfants? 2. Ok. T'as 2 enfants, donc avec Sébastien. Mmh. Quelle image, selon toi, tes enfants, ils ont de vous? Est-ce que c'est une superwoman, une maman superwoman et un papa Superman qui lutte pour la cause animale? Mmh. Faudrait leur poser la question. On est une famille très unie. C'est vraiment chouette, les relations qu'on peut avoir tous les 4. Je pense que oui, enfin, ils sont aussi très engagés, très à l'écoute, de ce qui se passe dans le monde. Donc je pense que oui, ils ont plutôt une image assez positive.
Après, du coup, on est toujours fortement engagés. Du coup, ça fait une vie de famille qui est des fois un petit peu bousculée, hein. On va pas se mentir. Mais de façon un peu élargie, on a une famille vraiment super chouette, quoi. Enfin, voilà, très très entourée, très aimante. Et même si on mange pas tous la même chose dans la famille. Alors nous quatre, oui, enfin on consomme vegan et tout ça, mais avec les grands-parents, notamment de notre côté, mes sœurs, etc. Notre ciment, c'est vraiment les liens qu'on a entre nous et qui nous font dépasser nos différends sur tout un tas d'autres sujets où on va pas forcément être d'accord. Mais c'est peut-être aussi ce qui nous permet d'être si Vas-y. apaisés, Ouais. résilients quand on croise d'autres personnes qui ont pas forcément les mêmes avis que nous. C'est que on s'est entraîné en famille à comprendre que ce qui est vraiment important, c'est les liens qui peuvent nous unir et qu'on a quand même des bouts de route à faire ensemble. Ouais. C'est beau ce que tu dis. C'est cool. Non, je sais pas si c'est beau, mais c'est une réalité. Voilà, pour jouer ensemble, pour faire des puzzles ensemble, pour passer des fêtes ensemble. On trouve toujours des façons de le faire très sympas. Aujourd'hui, alors je sais pas si j'ai le droit de citer ton âge. J'ai dit tout à l'heure, j'ai 20 ans avec 30 ans d'expérience. Voilà. C'est vrai que c'était joliment dit. Donc, avec ton âge de 20 ans plus 30 ans d'expérience dans cette vie, c'est quoi la chose la plus audacieuse que tu as faite? Oh j'en sais rien. C'est peut-être de suivre Sébastien qui, lui, alors pour le coup, est un audacieux de ouf. Et moi, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'aime pas goûter les nouveaux plats. Voilà. Voilà. Je crois pas que je suis très, très audacieuse personnellement. T'as même pas fait une folie dans ta vie perso ou... Non, je crois pas. Moi, je suis T'as le hyper sage. 214. Oui, voilà, mais ça va se matérialiser par ces trucs-là, parce que je me retrouve à devoir faire des choses, mais c'est pas moi, dans l'audace, ce que je vois, c'est une espèce d'intention. Un truc où tu vas chercher le défi, tu vas chercher quelque chose comme ça. Moi, non, enfin, c'est le défi qui vient vers moi et qui me dit: «Allez, on y va, on fait des choses ensemble». Mais s'il était pas venu me chercher, mais moi, je bouge pas, quoi. Enfin, vraiment. Donc non, non, je suis pas hyper audacieuse. Enfin, ou alors, oui, une fois, j'ai essayé de faire un fondant au chocolat. Là, c'était de l'audace et c'était une catastrophe. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce partage, Brigitte. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent en particulier? Plein et j'oserais même pas en citer parce que c'est multiple dans plein, plein de domaines. Justement des personnes qui sont, soit hyper audacieuses. Enfin, voilà, dans mon entourage proche, là, dans l'asso, il y en a 1000, il y en a, voilà. Soit des personnes qui justement, prennent le temps d'examiner des choses, l'évaluation des risques ou des choses comme enfin, je trouve qu'il y a tellement de choses à puiser chez tout le monde que je serais incapable de le dire. Mais, en tout cas, ouais, enfin, ouais, non, je pourrais pas tellement citer de personnes comme ça parce que je ne fais Putain, que croiser des gens qui des t'inspirent. gens qui sont hyper inspirants, quoi. Ok. Dans le podcast, on aime bien poser comme question 3 conseils à des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, pas forcément en âge, mais entrepreneurs, tu vois, notamment dans le modèle associatif, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, encore une fois, des jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur dirais de faire, tu vois, s'il y en a qui veulent s'engager, monter une assos, 3 conseils pour les aider. Faut se lancer, faut essayer, de toute façon, quoi qu'il arrive. Je pense que ça, c'est super important de se créer les opportunités, d'être ouvert aussi, enfin, justement d'apprendre beaucoup des personnes qui sont passées avant. Le retour d'expérience, c'est toujours, voilà, voilà, les chemins sont pas tracés et de croire en elles-mêmes, en eux-mêmes, je pense que c'est très important et puis se lancer dans des entreprises à mission, parce que je pense qu'on peut tirer aussi beaucoup d'énergie d'avoir,
du sens dans ce qu'on fait et de contribuer à la société dans un sens positif. Je Bien pense sûr. que voilà, Jeff Bezos, c'est peut-être un super entrepreneur, mais je suis pas sûre qu'à la fin de la journée, il soit hyper satisfait. Voilà. Alors que d'autres ont monté des trucs dont ils peuvent être super fiers, en fait, parce que ça contribue à rendre ce monde meilleur. Ok. Il y a des entreprises justement qui t'inspirent, tu vois? Justement, enfin, pour avoir rencontré les petites, pardon, des entreprises vraiment qui se lancent à fond là-dedans. Je pense notamment à Lavi, à Eurafood, à Pivot. Eux, ils y croient, ils y vont, ils se battent pour leurs entreprises en ayant des façons d'aborder, je pense à Accro aussi, des façons d'aborder les choses heu, qui sont à la fois hem, légères et à la fois graves. Enfin, voilà. Si vous regardez les emballages des produits Lavi, à la fois ils sont Avec un hyper marketing, gais et tout ça, hyper et sympa. ouais, et à la fois, ils affirment bien que, oui, c'est pour laisser tranquille les cochons, quoi. Enfin, ils ont réussi le double challenge. Donc Et, super. et je voyais aujourd'hui, on les salue parce que je pense qu'ils sont dans un moment justement où leurs packaging sont en train d'être potentiellement par une loi, je crois, Ouais, par un on décret. devra être changé. Mmh. Et ils se battent ensemble pour essayer justement que ça ne Ouais. passe pas. Ouais, exactement. Donc, Oui, le steak végétal pourrait être source de confusion pour le consommateur, sauf celui qui vient d'un autre pays. Ce qui est complètement fou. Cette loi, elle est absurde sur le steak végétal, la saucisse végétale et tout ça, d'un non-problème. Donc, ils font un décret qui est complètement... ouais, force et courage pour ces entreprises. Mm. Pour finir ce podcast, on pose toujours la même question à la fin. Brigitte, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, que L214 atteigne ses objectifs. Et du coup, ça mène à la dissolution de l'association parce qu'on aura rempli nos objectifs. Et du coup, une chaise longue et un bouquin. Voilà. Merci beaucoup, Devant un Brigitte. joli paysage. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Les Sages. Vous êtes de plus en plus à nous écouter pour cette première saison. C'est vraiment très encourageant pour toute l'équipe. Alors encore une fois, un grand merci. Vous avez le pouvoir de donner de la force à ce podcast avec juste 1 minute de votre temps. C'est simple, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, vous avez juste à vous abonner et mettre 5 étoiles. Un grand merci et à bientôt.